Le PRODECOR, comme son nom l'indique, c'est le programme de désenclavement au Kasaï oriental. C'est un programme dont l'objectif principal consiste au désenclavement de bassins de production. Ça veut dire que c'est un programme qui vient en appui à la relance de l'agriculture et au renforcement aussi du secteur privé. L'objectif spécifique de ce programme consiste à l'entretien des routes rurales, mais aussi à la réhabilitation des pistes par les communautés bénéficiaires. Je rappelle que c'est une province où l'activité principale était liée à l'extraction du diamant. Donc, il n'y avait pas l'agriculture. Et les routes étaient laissées un peu à l'abandon, compte tenu aussi des problèmes sociopolitiques de la République démocratique du Congo. Ça fait que plusieurs décennies, il n'y avait plus d'entretien des routes, il n'y avait plus de réhabilitation des routes. Les services étatiques au niveau national comme au niveau provincial étaient trop faibles. On est un programme de développement. Mais étant un programme de développement, nous ne devons pas faire à la place des partenaires. Donc nous sommes avec ces partenaires-là et ensemble on apprend chacun l'un de l'autre. La première des choses, c'est vraiment d'assurer un investissement efficient. Ça veut dire qu'on a évité quand même d'avoir des routes très larges qui ont plus de 12 mètres d'emprise des routes et puis dont l'entretien va être très difficile et onéreux. On fait maintenant la réhabilitation en fonction du niveau de service. Ça veut dire qu'on ne va plus dépenser des montants énormes pour faire des routes qui ne seront pas utilisées. Parce que si le trafic est faible, il faut faire des routes qui sont vraiment moins larges par rapport à si le trafic est grand. Principalement, on peut dire à 90%, on utilise la technique IMO qu'on peut appeler haute intensité de main-d'œuvre. On va utiliser la main-d'œuvre locale et qui dit utiliser la main-d'œuvre locale, on cherche à avoir une appropriation de nos interventions. Les populations qui sont les jeunes, mais la main-d'œuvre active qui est dans les villages riverains de la route, c'est eux qui vont travailler. Donc ils vont se sentir que cette infrastructure-là leur appartient. On a travaillé avec cette stratégie, comment les mobiliser, comment les dynamiser pour les permettre d'avoir quand même une certaine démocratie à la base. Mais aussi, on cherche à appuyer les leaders qui sont là-bas. Il y a les chefs de village, les chefs de groupement qui ont certaines prérogatives, qui ont une certaine responsabilité. Le programme les appuie pour assurer quand même leur rôle que l'État leur a conféré. Nous cherchons aussi à avoir le maximum de linéaires de route. Et qui dit le maximum de linéaires de route dit que c'est la technique IMO qui est moins chère. Parce que la technique IMO, c'est des ressources humaines qui sont là, qui coûtent 10 à 15 fois moins cher que la technique mécanisée. Mais il faut relativiser. Si on doit faire le traitement d'un bourbier par exemple, c'est là où on a des remontées capillaires, ou là où on a la route qui est complètement coupée, là on est obligé d'utiliser les compacteurs, les niveleuses, les engins, les bulldozers pour vraiment faire un travail de qualité. Le grand problème, le principal ennemi entre guillemets, c'est l'eau. Donc il faut arriver à avoir une route qui a un certain bombement, c'est-à-dire qui a une certaine configuration, mais aussi de drainer les eaux, c'est-à-dire d'évacuer les eaux le plus rapidement possible de la chaussée. Quelle que soit la nature du sol, il faut avoir un bon drainage. Les grands défis que nous rencontrons, c'est le trafic. Il y a des gros véhicules qui proviennent peut-être de Lubumbashi et qui viennent sur nos routes. Ils sont vraiment hyper chargés, au-delà de 25, de 35 tonnes. Et les routes souffrent énormément. C'est par rapport à ces tonnages-là. Et deuxièmement, nous avons le non-respect des barrières de pluie. Sur les tronçons Luputangandajika, par exemple, hier, la pluie nous a menacés. On s'était arrêté sur la barrière des pluies jusqu'à ce matin. Parce que si nous continuons la route, nous détruisons la route. Le projet a permis la création de 15 700 emplois. 50% environ de ces emplois sont utilisés par les entreprises qui font la réhabilitation. Nous avons actuellement en activité 35 comités locaux d'entretien des routes. Et dans ces 35 comités locaux d'entretien des routes, il y a 3 personnes au niveau de l'exécutif. Et nous encadrons ces 3 personnes-là. Donc ça veut dire qu'ils sont devenus des entrepreneurs. J'aime bien mon travail parce que ça m'a fourni beaucoup des histoires. J'ai fait étudier mes enfants. J'ai l'une qui est à l'université pour le moment. C'est grâce à ce travail.
Et aussi, j'habitais une maison en chambre ou en paille pour bien dire, mais pour le moment, j'ai construit une maison en tôle, une maison de 4 chambres. Environ là, nous avons 130 personnes que le programme est en train d'encadrer pour devenir des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises. La route a apporté beaucoup de choses. La route a apporté l'éducation parce que nous avons réhabilité et il y a d'autres partenaires même qui sont allés construire des écoles et réhabiliter des écoles. C'est déjà au niveau de l'éducation, c'est quelque chose de grand. Pour les jeunes filles, vraiment, elles partent à l'école en toute sécurité. C'est un grand soulagement pour elles, puisqu'elles avaient peur d'affronter des routes, des pistes où il y avait des brousses, tout ça. Elles pouvaient être même violées, étranglées. Maintenant que les routes sont ouvertes, elles sont en sécurité dans leur déplacement. Et même les mamans aussi. Nous avons fait 500 km de routes réhabilitées, mais aussi il y a certaines routes que nous avons ouvertes, c'est-à-dire c'est des routes qui n'existent pas. Il y a aussi 21 ouvrages d'art qui sont déjà faits. Les ouvrages d'art, ça peut être des bus armuco ou bien des traversées de route. Il y a 9 ponts qui sont déjà réhabilités et un pont qui est déjà construit. Nous allons intervenir sur 5 bacs. Il y en a un qui est déjà terminé, qui a été inauguré par l'ambassadeur, et le travail sur les 4 autres bacs est en cours. On a construit les guichets, des bâbords et tribords. Maintenant, les piétons, les passagers, quand ils arrivent, ils vont au guichet, ils payent, on leur donne les tickets de passage, de traversée. La grande innovation dans le système de gestion actuel de BAC, c'est la traçabilité des recettes. Pour qu'il y ait traçabilité, nous nous sommes dit, on a ouvert un compte bancaire où on loge tous les droits des usagers. Maintenant, le 5 de chaque mois, les comités se réunissent pour faire un plan de trésorerie, pour voir les coûts fixes, les charges, tout ça, et puis émettre un chèque pour le retrait et venir payer le personnel BAC et toute autre dépense vers le 10 de chaque mois. Nous voulons l'intégrité, l'honnêteté, et nous voulons que les choses soient claires, la transparence, la traçabilité de la gestion financière, tout ça. C'est pour nous, nous voyons que c'est un pas vers l'orthodoxie, quoi. Il y a un grand changement dans le mode de gestion. Maintenant, le BAC est géré par un comité mixte de gestion dans lequel nous trouvons des chefferies, la chefferie de Boko Kalonji qui est dans la province du Kasaï oriental, la chefferie de Boko Amulumba de la province de Lomami. Nous avons des régies financières, nous avons la FEC dans le cadre de la société civile, confession religieuse et surtout une grande innovation. Il y a des femmes, l'une vient d'une association du territoire de Tilengue dans le Kasaï oriental et l'autre de Ngandanjika dans la Lomami. L'une des priorités du programme, c'est d'intégrer la dimension genre dans les activités. 250 personnes environ, des femmes, ont bénéficié de cet appui-là, de diverses natures. C'est des appuis en termes de formation, c'est des appuis en termes de micro-entreprises des femmes qui ont permis l'augmentation de leadership féminin. Il y a un grand changement. Il y avait des mamans qui, leurs enfants chômaient, n'étudiaient pas. Mais pour le moment, la plupart des femmes que je travaille avec font étudier leurs enfants. Ils se procurent la nourriture, ils achètent les habits. Avant, on ne pouvait pas trouver les femmes dans le travail de la route. Il n'y avait que les hommes. Et l'homme kassaïen n'a pas cette facilité de lâcher la femme. Même dans les milieux urbains, c'est vraiment difficile. Et dans le milieu rural, où vraiment c'est les fiefs, les bastions des us, coutumes et traditions, c'était vraiment quelque chose de difficile. Auparavant, il refusait, même mon mari ne voulait pas. Juste après, ce que je lui amène comme salaire après chaque mois,
il est satisfait, il m'a laissé et c'est pour cela que je suis allée de l'avant. Nous avons fait des ateliers avec les chefs coutumiers et nous avons essayé de séparer les bonnes coutumes et les coutumes que nous appelons rétrogrades, qui n'avancent à rien. Envoyer la femme, par exemple, aller travailler. Une femme qui va travailler, qui a le salaire, qui amène un plus dans le ménage. Où est le mal? Aujourd'hui, on est à 12 ou 13% de la représentativité des femmes au niveau des instances de décision des clercs et des corps de clercs. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour la dimension genre. Et je rappelle, on est parti ici avec 0. Pour l'environnement aussi, c'est une dimension transversale que le programme a pris en compte. On a exigé aux entreprises de réhabilitation de faire la plantation d'arbres. Une fois qu'ils ont coupé certains arbres, ils doivent remplacer. Ça, c'est la première chose qui est contractuelle. Mais la deuxième chose plus importante, c'est de travailler avec les communautés pour reboiser certaines superficies. Parce qu'ici, la déforestation avait déjà atteint vraiment une certaine dimension inquiétante. Et avec cette activité d'environnement, on a fait la formation de 72 pépiniéristes. Et aujourd'hui, on a 130 hectares qui sont reboisés. Et cette exploitation-là de ces périmètres reboisés va se faire de manière communautaire. Le programme a touché environ 880 villages. On a touché environ 2 500 000 personnes. Maintenant, en plus de ces populations-là, il y a encore d'autres populations qui sont impactées indirectement. En tout cas, c'est certain qu'il y a une augmentation des revenus parce que les agriculteurs qui faisaient un peu de la culture, maintenant, ils ne se limitent plus à des cultures pour se subvenir à leurs besoins. Je suis très content et très soulagé à chaque fois que je vois des quantités, des tonnes et des tonnes de produits agricoles qui quittent des coins très reculés pour arriver au niveau des centres de consommation. Ce qui n'existait pas avant le Prodecor. On nous a dit, dans certains coins, les produits agricoles pourrissaient là-bas. Mais avec l'intervention du programme, on les voit aujourd'hui au niveau des marchés de Mbujimaï, au niveau de Cabinda, au niveau de Moyeneditou. Et ça, c'est une satisfaction pour moi. Parce que ça contribue à la lutte contre la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Les produits qui quittent les zones de surproduction, qui viennent au niveau des centres de consommation, les prix vont chuter. On a les produits qui sont disponibles et presque tout le monde peut bénéficier à ça. Donc ça, pour moi, c'est une satisfaction vraiment très, très grande.